Cette vidéo est une présentation de La Pioche, boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui c'est l'actu ludique du 31 juillet 2022. Alors, ce mois-ci, en fait, les dernières semaines, ça a été beaucoup plus en physique, en personne, que j'ai joué à mes jeux. J'ai fait quelques parties quand même sur Board Game Arena, mais c'est sûr que les personnes sont un petit peu plus actives à l'extérieur durant l'été, un petit peu moins sur Board Game Arena. Donc, j'ai pas lancé trop de parties non plus, puis j'ai quand même beaucoup d'ouvrages aussi, donc des fois j'ai un petit peu moins de temps pour aller jouer mes tours, donc j'aime ça au moins être récurrent dans mes tours de jeu, puis je commençais à prendre du retard. Donc, dans ce temps-là, on arrête, puis on va reprendre un petit peu plus tard pour essayer d'autres jeux. C'est ce que j'aime surtout, c'est essayer des nouveaux jeux, puis aussi rejouer à des classiques. Là, c'est un mix des deux. Des jeux que ça fait longtemps que je veux essayer, ben, souvent je les sors sur Board Game Arena. Sinon, du côté, en fait, rementionner, c'est la première fois que vous écoutez. Ça peut toujours être la première fois de quelqu'un, hein, on n'y pense jamais. C'est la première fois que vous écoutez soit un podcast de Board Game Québec qui est dans la version audio pour l'actu ludique ou sur la chaîne YouTube. Bienvenue à vous. Et si vous voulez venir discuter avec nous, vous pouvez vous joindre au Discord, au channel Discord de Board Game Québec, dont le lien se retrouve dans la description de la vidéo. Donc, vous pouvez vous y rendre de cette façon-là et venir jaser avec nous de jeux de société. Sinon, je pense que je n'ai pas nécessairement d'autres éditoriales à faire d'entrée de jeu. Ça va pas mal comme suit. Ça va pas mal aller en fait avec les nouvelles que je veux vous présenter qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Donc, on va voir ça maintenant. Direwolf a récemment annoncé la prochaine extension de Dune Imperium qui se nommera Immortality. Ça me fait trop penser à un nom qui sort de Mortal Kombat. Donc Immortality va nous présenter ici des nouvelles classes de recherche. En fait, on va pouvoir faire de la recherche avec un petit marqueur et aller chercher certains bonus. Donc une nouvelle piste également qui va être associée à cette piste de recherche. On va pouvoir également faire du graft. Le graft permet d'utiliser, en fait, de jouer deux cartes à la fois pour un simple agent et d'obtenir le bénéfice des deux cartes. Le jeu est prévu sortir en 2022, donc probablement d'ici la fin de l'année. On parle de Holiday Season, donc pour le temps des fêtes 2022. Greater Than Game a annoncé la sortie de Horizon of Spirit Island. Il s'agit d'une version plus accessible pour l'excellent jeu Spirit Island qui fait partie des jeux favoris sur Board Game Geek. On va avoir des mécaniques de jeu un peu plus simples pour permettre aux joueurs moins expérimentés, plus débutants dans le monde du jeu ou qui recherchent une expérience un peu plus rapide, un peu moins complexe, à jouer à l'excellent Spirit Island et de défendre son île contre les fameux colons. Donc, on doit jouer des esprits pour empêcher la colonisation de l'île. On parle encore une fois d'un graphisme super intéressant, très attirant, très accrocheur. Et on parle également d'une sortie d'ici les prochains mois, d'ici la fin de l'année 2022 pour cette version simplifiée de Spirit Island qu'on nomme Horizon of Spirit Island. On connaît maintenant les gagnants pour le Spiel de Jahres 2022. On connaissait déjà le gagnant du Kinderspiel qui est annoncé au mois de juin, qui était la colline au feu follet. Qui avait un nom allemand seulement, c'était Zauberberg. Ouais, exactement, Zauberberg, qui paraîtra sous le nom de la colline au feu follet chez Gigamic. Dans la catégorie du Spiel, on avait en nomination Cascadia
Top 10 et Scott. On s'attendait bien évidemment à ce que Cascadia remporte la palme et c'est ce qui est arrivé ici. Donc Cascadia, jeu de placement de tuiles dans lequel on va créer une région, différents terrains et qu'on va mettre la faune à l'intérieur, donc des animaux dépendant des objectifs qui sont requis dans la partie. On va faire des points en fonction de ces objectifs. Pour ce qui est du Kennerspiel, dans la catégorie experte, on avait en nomination Living Forest, Dune Imperium et Cryptid. D'ailleurs, Living Forest avait remporté l'As d'or initié, Dune Imperium l'As d'or expert et Cryptid est un jeu qui date de quelques années mais qui vient d'arriver en Allemagne. Donc, c'est pour ça qu'on le retrouvait là. Et c'est le gagnant qui a surpris quand même beaucoup de gens avec Living Forest. On s'attendait beaucoup à ce que Dune Imperium remporte la palme du Kennerspiel et c'est finalement Living Forest. C'est surprenant, mais en même temps, on voit la tendance quand même dans les dernières années. On a des jeux dans ce style-là qui vont remporter des Kennerspiel. On pense d'ailleurs à Charlatan de Belcastell, qui est un jeu très très connu et très apprécié de tous et qui a gagné le Kennerspiel, même si c'est un jeu qu'on peut recommander souvent à des familles, même s'il y a quand même quelques règles à prendre en charge au début de la partie. Par la suite, le jeu se déroule très bien, donc Living Forest va être un peu dans cette foulée-là, une petite affaire plus complexe que les Charlatans de Belcastell. On revient sur Eutia de Diagame qui s'est associé avec Steamforge Games pour faire la résurrection de la campagne de Eutia. Donc Eutia qui nous propose un jeu d'exploration, d'aventure pour 1 à 4 joueurs. On peut jouer en coop, compétitivement ou en solo. On sent ici une petite vibe de Mage Knight avec des différents scénarios, 30 à 120 minutes par joueur. Beaucoup de matériel. C'est un jeu qui va être uniquement exclusif à Kickstarter avec des grosses boîtes qui comprennent déjà des extensions pour faciliter leur envoi du lot. La première campagne sur GameFound demandait beaucoup de boîtes et ils n'arrivaient pas à faire leurs frais avec la campagne qui avait été arrêtée et la fin de Diagame, mais finalement c'est la résurrection de tout ça. Alors c'est pour une contribution, différentes contributions. On a le backer retournant qui lui va être revenant plutôt pour 223 $ canadiens. On parle de seulement le jeu de base pour 237 $ canadiens. Le Dragon Slayer Returning Backer 295 $ canadiens, 524 pour le All-In. Prévu pour décembre 2023, donc pas avant l'année prochaine, pour la production de tout ce jeu. Donc Eutia Tournament of Resurrection avec les extensions, c'est maintenant sur Kickstarter. Il reste 5 jours à la campagne. C'est ce qui complète les nouvelles qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Alors du côté de mes expériences de jeu, je vais passer celles que j'ai fait physiquement et je ferai un petit tour rapide de ceux sur Board Game Arena à la fin. Donc j'ai refait, en fait, je vais y aller avec celui-là que j'ai le plus proche. Rolling Ram, ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Je ne l'avais pas encore sorti à plusieurs joueurs. En fait, j'ai joué avec ma conjointe et elle a vraiment apprécié. Moi, j'ai vraiment aimé ça aussi, le jouer de cette façon-là, plutôt que la version solo qui est un petit peu différente. Là. On a toujours 3 cartes, mais c'est des petits défis à réaliser. Qu'on joue toujours les 3 mêmes cartes pour les réussir le plus rapidement possible, en le moins d'essais possible. Après ça, on passe à 3 autres cartes. Donc, un petit peu différent. Et ici, donc, une partie normale, c'est on tire 3 cartes de royaume qui sont basées sur les jeux de Stonemaier Games. On lance les dés. Je pense qu'il y a 12 lancers de dés. Avec les 12 lancers de dés, on va être capable de réussir à cocher le plus de cases possible, pour faire le plus d'étoiles possible sur nos différentes cartes. Et on accumule aussi des ressources pour nous débloquer des petits bonus
qui vont être très utiles pour cocher encore là le plus de cases possible. Et on fait 3 manches comme ça, 3 manches de 3 cartes. Donc on va passer 9 des 11 cartes au courant de la partie. Il y a seulement 2 cartes qui ne seront pas jouées. Et très agréable, trentaine de minutes, 30-45 minutes maximum. Vraiment, j'apprécie les jeux Stone Mayer Games. Je les ai pas mal tous joués, sauf My Little Sight. Et je pense que c'est tout. C'est le seul que j'ai pas joué. C'est My Little Sight. Donc, dans la gang, Euphoria, je l'ai déjà joué une fois, mais sinon, ouais. Fait que, il y en a juste un que j'ai pas joué dans la gang et c'est un jeu pour enfants. Donc, ça explique un peu la raison. J'ai également joué à Dice Realms. C'est le jeu de Tom Lehman qui vient d'arriver, le nouveau jeu de Dice Building, dans lequel on va forger les faces de nos dés pour réussir à accumuler des points de victoire le plus possible. Chaque amélioration va aussi nous donner également des points de victoire à la fin. Il y a comme un mix entre les points qu'on est allé chercher dans la partie et les points de face améliorée, à peu près un 50-50, dépendant, ou ça peut virer 40-60, ça peut être 30-70, mais ça va être un ballon comme ça dans les deux sens que ça peut aller, dépendant de nos stratégies. C'est une course, dans le fond, à essayer d'être le plus optimal possible dans nos améliorations et dans les points qu'on va chercher. Dès qu'il y a soit plus de points ou plus de disgrâce, de misère plutôt, la partie se termine. On termine la manche en cours et on compte les points. On a fait 2 parties dans la même soirée. Là. On a changé à chaque fois toutes les tuiles. Grosso modo, comment ça va fonctionner, c'est qu'on a des tuiles de base et on va rajouter 5 nouvelles tuiles qu'on va sortir et qui vont avoir des faces différentes pour ces tuiles-là. Et on peut y aller au hasard, on peut avoir celles qui sont proposées dans le livret de règles. Et on part avec ça, puis on fait les améliorations de cette façon-là. Donc, très très cool. Il y a un petit peu de take date aussi, dépendant des tuiles qui sortent. Il y en a qui sont plus passives aussi, on peut se protéger. Donc, les stratégies vont être différentes d'une partie à l'autre. Oui, il y a une chance à avoir quand on tourne les dés, qu'est-ce qu'on va obtenir. Ça se peut qu'on améliore des faces et on les obtienne jamais, mais si on les met en plusieurs faces, etc., en plusieurs exemplaires, ça peut nous aider. C'est une question de probabilité, bien évidemment. Bon, ça se peut qu'on tombe jamais sur la face, mais malgré tout, il y a moyen d'aller chercher, au pire, payer, si on tombe souvent sur des faces qui font de l'argent, payer pour pouvoir avoir un petit token qui nous permet de choisir la face sur laquelle on veut. Donc, des fois, ça peut être très intéressant aussi de cette façon-là. Donc, ça ressemble à ça pour Dice Realm. Vraiment apprécier la partie. Oui, il est quand même dispendieux. Il y a du matériel à l'intérieur. Il y a beaucoup de rejouabilité quand même. Puisque on va... il y a beaucoup de tuiles. Je me semble qu'il y a 35 randomizer tiles. Donc, ça veut dire qu'il y a, mettons qu'on utilise 5 tuiles par partie. Donc, ça fait 7 fois 5 tuiles différentes. Mais après ça, on peut tout mixer ensemble. Donc, ça fait une tonne de parties complètement différentes. Je ne sais pas s'ils disent le nombre de setups possibles, mais ça en fait quand même beaucoup. Donc, Dice Realms. J'ai également refait des parties de Ultimate Railroads. Donc, dans Ultimate Railroads, qu'est-ce que j'ai joué? J'ai joué le jeu de base Russian Railroad lors de la soirée de jeu que j'ai fait à la pioche au mois de juillet, dans les dernières semaines. Dans cette soirée-là, donc j'ai montré le jeu à 2 autres personnes en version Russian Railroad, bien évidemment, pour bien comprendre le concept du jeu. J'ai également rejoué avec l'extension, la version en fait Asian Railroad avec le board commun à 3 joueurs également. C'est toujours très agréable. Beaucoup plus d'options ayant rejoué à Russian Railroad. On se rend compte qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'options possibles dans cette version-là, mais dès qu'on ajoute, qu'on joue avec un autre des plateaux de jeu, puis là, avec le plateau d'industrie commun, ça ajoute une autre dynamique au jeu vraiment super intéressante. Et j'ai également fait une partie solo avec le plateau que j'avais jamais joué, qui est American Railroad.
Super intéressant aussi avec le petit plateau de dividendes qui débloque des bonus. Donc, une autre façon, encore là, d'aimer ce jeu-là, de varier ce jeu-là également. Puis on pourrait, là, j'ai vraiment appris la piste industrie américaine, mais j'aurais pu prendre le plateau industrie commun avec American. Il y a tellement de possibilités qu'on peut vraiment varier d'une partie à l'autre pour changer les stratégies. Donc, je ne m'éterniserai pas sur Ultimate Railroad, j'en ai déjà parlé assez longuement dans le dernier épisode aussi, donc je vous invite à aller voir ça. Allez écouter ça si ça vous intéresse d'en savoir encore un peu plus sur Asian Railroad. J'en avais quand même parlé en long et en large, donc c'était Ultimate Railroads. J'ai également joué à The Guild of Merchant Explorers, le titre le plus qui dit pas grand chose. Puis anecdote sur ce jeu-là, quand je l'avais vu passer pour mes commandes à la boutique, j'ai passé par-dessus finalement. J'avais regardé un peu, puis j'étais pas certain, puis bon, j'avais pas commandé. Finalement, j'ai un ami qui m'en avait demandé un, fait que là j'avais réussi à en avoir un, mais j'étais pas capable d'en avoir d'autres que ça. Puis après ça, le monde sont mis à en parler du jeu. J'étais allé revoir un petit peu plus, puis j'ai fait ah ben oui, ça a l'air très intéressant. C'est une espèce de flip and write, mais il n'y a pas de write parce que c'est des petits cubes de bois qu'on va placer. Donc, ça me fait penser justement à un peu. Ça n'a aucun rapport, là, mais j'ai oublié le nom, c'est Get On Board qui a un aspect flip et on place des languettes de bois sur le plateau de jeu. Donc, c'est un peu le même principe ici. On flippe des cartes qui nous dit où on peut placer nos petits cubes, nos explorateurs en fait, il faut voir ça comme ça, et on va tenter d'explorer le territoire. Il y a 4 maps possibles avec lesquelles on peut jouer. On essaye de créer trouver des campements pour pouvoir partir de ces endroits-là à la suite aux autres manches de jeu. Il y a 4 manches de jeu dans lesquelles, c'est ça 4? Il me semble que c'est 4. Bon, c'est pas très grave. Et à chaque manche, on essaye justement de partir un peu plus loin pour se rendre au pourtour du plateau qui a des éléments super intéressants. Pas nécessairement aussi, on peut aller un petit peu partout. Il y a des objectifs à accomplir également. Quand on joue en solo, c'est avec des objectifs. Je l'ai juste joué en solo pour l'instant. Il y a 3 objectifs à accomplir, plus faire un plus grand nombre de points possible. J'ai hâte de jouer à plusieurs joueurs aussi, je pense que ça va être très intéressant. Assez rapide comme partie, là, ça dit 45 minutes, mais je pense que ça peut être même plus rapide que ça. On joue en simultané, fait que ça va être un solo multijoueur, là, on s'entend. Il n'y a pas vraiment d'interaction, sauf... Non, il n'y a pas d'interaction en fait. Ouais, sauf peut-être les trésors, on va aller chercher des cartes de trésors qui peuvent... Il y a du collection d'ensemble là-dedans, donc dépendant de ce qu'on va piger. Et on va aussi, ce qui est intéressant, c'est il y a des cartes de base qui disent tu peux mettre un cube sur tel type de terrain, mais après ça, il y a des cartes spéciales qu'on débloque à chaque manche qu'on va rejouer plusieurs fois, dépendant des manches. Et ces cartes-là sont vraiment fortes, donc on essaie de bien choisir et orienter notre stratégie avec ces cartes-là. Il y a 2 plateaux un petit peu plus avancés qui rajoutent des cristaux. Je ne l'ai pas encore essayé. Ça ajoute une autre petite dynamique différente. Donc, The Guild of Merchant Explorers, c'est en anglais pour l'instant. Il n'y a pas de texte sur le jeu de mémoire. Donc, c'était une expérience en solo pour l'instant. J'ai également rejoué à Tapestry, mais cette fois-ci, on a ajouté l'extension Art et Architecture. On a joué à 3 joueurs. Toujours très bon, hein, ce Tapestry. Même si, oui, ça s'appelle un jeu de civilisation, je ne le considère pas tant comme un jeu de civilisation. C'est plus un jeu de développement, de optimisation, de poussage de cubes. On pourrait dire ça comme ça. Oui, on va construire des bâtiments, etc. Mais on ne se sent pas nécessairement dans un jeu très civilisation. Il y a chacun des factions. Là, il y a des nouvelles factions dans celle-là qu'on a joué avec tout le monde. On avait l'option de ne pas le prendre ou prendre la carte qui était liée avec ça. Puis c'était intéressant aussi les dynamiques que ça apportait les nouvelles civilisations. Il y avait aussi, il y a des tuiles d'inspiration. Donc on peut changer les tuiles, en fait les conditions de points sur notre plateau en fonction des bâtiments qu'on enlève. Ça, c'est encore là, c'est si on va sur la piste architecture, parce qu'il y a une nouvelle track. Donc, on est rendu avec 5 tracks. Malheureusement, au début, je m'étais dit, je vais aller l'essayer. Puis finalement, je suis reparti sur d'autres choses.
Je suis allé vraiment plus militaire, mais sans trop attaquer. Fait que ma stratégie était un petit peu drôle. Puis ça a pas. J'ai fini, je pense, 100 points en arrière. J'ai vraiment manqué ma shot. C'est vraiment un jeu qu'il faut bien optimiser ces choses, puis pas trop décaler de son plan parce que ça fait mal. On manque de ressources, puis finalement, on n'est pas capable de faire ce qu'on veut. Malgré tout, toujours super le fun comme style de jeu. Le joueur qui a justement utilisé la piste architecture, je pense qu'il a gagné, mais c'était très serré malgré tout. Il a vraiment réussi à l'optimiser comme il faut, cette piste-là. Donc, c'est Tapestry, art et architecture. Ça vaut vraiment la peine cet ajout de piste-là. Ensuite de ça, j'ai fait une partie à 3 joueurs de Cascadia. C'est la première fois que je le jouais en multijoueur. J'avais toujours joué solo. Je dirais que le jeu est quand même feeling solo malgré tout, même quand on joue à plusieurs joueurs. Il n'y a pas énormément de différence, à part qu'on regarde un peu qu'est-ce que les autres joueurs ont fait comme aire de terrain, puisque les bonus sont attribués à lui que la majorité, le plus grand nombre de terrains, de tuiles qui se touchent avec le même terrain pour chacun des terrains dans les points bonus de terrain. Donc, sinon, le reste, ben oui, c'est sûr qu'on peut se faire voler un peu des fois, des trucs qu'on aurait besoin. Donc, ça arrive dans les animaux qu'on veut faire, les patterns qu'on veut faire, mais sinon, vraiment, toujours excellent ce Cascadia. Il n'est pas très restrictif. Hein. C'est les mêmes auteurs qui ont fait Calico, que lui est beaucoup plus restrictif. À la fin, on est un petit peu coincé ici. On est très ouvert. On essaie de faire des zones de terrain. On essaie de couvrir, de répondre aux différents objectifs, bien évidemment, d'optimiser chacun des animaux en fonction de ce qu'on va chercher. Toujours super agréable. Cascadia, rien à dire de plus que je comprends pourquoi il est vraiment très apprécié et qui a gagné. Hein? Oui, il a gagné le... C'est-tu le Spiel? Oui, je pense que c'est le Spiel. Spiel, jeu de l'année qui a gagné, donc très très mérité pour Cascadia. J'ai également fait une partie à 3 joueurs de Bag of Chips. Bag of Chips, c'est un jeu dans lequel on va devoir miser sur ce qui va sortir du sac avec des cartes qu'on a en main. On a une main de 6 cartes. Après le premier tour, on en élimine une. Après le deuxième tour, on en élimine 2 autres qu'on pense qu'ils ne feront pas de points pour nous en fonction de ce qui va sortir. Et troisième fois qu'on sort des chips du sac, c'est là qu'on choisit une carte qui va être en point négatif si elle se réalise et 2 qui vont être en point positif si elle se réalise. Et après ça, on sort les dernières chips et on regarde qui a fait le plus de points. Lui qui a le plus de points remporte 2 jetons de victoire, un autre pour le deuxième. Et après ça, on refait des manches jusqu'à temps que quelqu'un a accumulé 4 jetons de victoire. Pas plus compliqué que ça, donc une petite tension à la fin de faire j'y vais-tu avec ça, qu'est-ce qui va sortir, puis un petit roulement de tambour, très cool. Bag of chips, pas dispendieux, fait très bien le travail pour un petit filler qui va jusqu'à 5 joueurs. Donc, mes parents étaient à la maison dans les derniers jours, donc on a joué à quelques jeux un petit peu plus simples. Qui aiment bien aussi des plus gros jeux, mais on n'avait pas nécessairement le temps en fin de soirée de jouer des plus grosses choses et de leur apprendre aussi. Donc, King of the Dice, The Board Game, qui est Roi et compagnie à la conquête de nouveaux territoires, quelque chose comme ça en français, qui est donc la version plateau avec le plateau à conquérir les territoires. Donc, on est un peu à la Yadi, on lance 3 fois les dés, jusqu'à 3 fois les dés pour réaliser, en fait, aller chercher des cartes. Les cartes vont nous permettre d'aller placer des cubes sur le plateau, soit sur des terrains en fonction d'un nombre de tuiles de château qu'on va piger, qui va nous donner des options de quel terrain on peut aller. Plus on fait le meilleur lancer de dés, plus ça va nous donner d'options possibles. On peut également aller enlever les feux sur le terrain et les remplacer par nos cubes. Lui qui a le plus de feux à la fin de la partie fait des points avec ça. On peut également aller voler des diamants aux autres joueurs, voler des cartes en fonction de certaines cartes. On peut également tasser des cubes des autres joueurs et les remplacer par les nôtres parce que le but c'est de faire notre plus gros regroupement va faire 3 points par tuile. C'est au moins minimum 3 cubes associés à ce plus grand regroupement-là. Sinon, les autres cubes valent 1 point. Donc, si on ne fait aucun regroupement, c'est pas très payant. Puis c'est beaucoup là-dessus qu'on va faire des points.
Puis, pas plus compliqué que ça. Donc, on essaye d'optimiser. Puis, les cartes qu'on accumule, bien, on va également pouvoir les revendre à coût de paquet de 2 pour des dés supplémentaires fictifs, mais qui nous donnent une valeur en fonction de la carte. Donc, un petit aspect intéressant aussi également là-dessus. Donc, un petit contrôle de territoire déguisé avec un Yadi. Donc, le roi et compagnie à la conquête de nouveaux territoires. On a également joué aux charlatans de Belcastel. Les charlatans de Belcastel, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti, depuis 2 ans, et très apprécié le retour à cette partie-là. Malheureusement, à chaque fois que je le ressors, on joue avec les côtés 1. Et que là, j'aimerais ça jouer avec d'autres côtés de tuiles pour faire des stratégies différentes. Parce que souvent, je me lance dans la combinaison citrouille, truc rouge, là, je me souviens pas c'est quoi, mais coccinelle, non, champignon. Et que celle-là, elle te permet de faire avancer tes champignons beaucoup plus rapidement si tu as des citrouilles qui sont déjà sortis. Je trouve qu'elle est quand même intéressante comme stratégie, quoique mon père est plus allé avec les trucs violets, puis ça lui donnait des points quand il en sortait, puis ça a été très serré à la fin. Puis je l'ai un peu poussé à tirer d'autres jetons de son sac, ça l'a fait exploser, puis j'ai réussi à ne pas exploser de mon côté puis gagner. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un jeu, si vous ne le connaissez pas, Charlatan de Belcastel, dans lequel on va se créer un sac de jetons dans lequel on va les tirer et essayer d'aller le plus loin possible dans notre potion sans exploser. Si on explose, on a juste le choix entre prendre les points de victoire ou les points d'achat pour acheter de nouveaux ingrédients au marché. On va jouer comme ça 9 manches de jeu, puis on essaie de faire le plus de points possible. Lui qui sera le plus loin aussi à chaque manche, je vais rouler un dé pour un petit bonus. Puis il y a toujours une petite carte qu'on vire aussi au début d'une manche pour avoir un petit effet sur la manche. Donc les charlatans de Belcastel, toujours très agréable. Et on a également fait plusieurs parties de Non Merci. Non Merci, petit jeu dans lequel on va devoir faire le moins de points possible avec les cartes qu'on va récupérer. Le concept est simple, on tourne une carte et on décide est-ce que je la veux ou je dis non merci en mettant un petit jeton non merci dessus. On tourne comme ça jusqu'à temps que quelqu'un ramasse la carte plus les jetons non merci qui sont dessus. Les jetons non merci, ça fait des points négatifs, ça permet de soustraire à notre score. Et il y a des cartes qui vont de 3 à 35. Donc c'est sûr que le 35 est très élevé, si on le récupère, c'est quand même pas évident. Par contre, quand on récupère des cartes, on fait des séries avec les cartes, fait que 17, 18, 19, mais c'est juste le 17 qui compte, le 18, 19 ne compteront pas. Donc quand il y a des cartes comme ça qui sortent, puis on sait que ça va nous faire une série, ça ne change rien pour nous, mais on essaie de faire monter les enchères ou pour que les autres joueurs récupèrent cette carte-là qui va leur donner des points, ou que nous, on puisse à notre tour récupérer beaucoup de jetons non merci. Donc c'est un petit peu là la stratégie du jeu. Très simple, 20 minutes, 3 à 7 joueurs, toujours agréable, donc non merci. Finalement, les parties que j'ai jouées sur Board Game Arena, on a terminé notre partie de Trekking the World. Donc Trekking the World, c'est un jeu dans lequel on va tenter d'aller amasser des collections de cubes de différentes couleurs à différentes villes. On essaye aussi d'accumuler des cartes pour aller visiter des attraits touristiques et dépenser les cartes qui sont demandées pour les attraits, qui vont nous donner des points. Si on est le dernier à prendre un cube dans une région, ça va nous donner des points supplémentaires. On peut voyager en avion aussi pour aller dans différentes zones. On peut utiliser l'effet de carte spéciale aussi qui nous permet d'avoir un petit peu un plus grand pouvoir de voyager en fait. C'est ça? Je pense que c'est ça. Voyager qui nous permet d'utiliser des cartes des fois qui peuvent être avantageuses pour nous, aller à certains endroits pour réussir à visiter des lieux intéressants. Donc c'est un petit jeu comme ça qu'on se promène sur le plateau, on collectionne des cubes, des objets de différentes couleurs qui sont des petits cubes de couleurs, essayer de faire le plus de points possible. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Très agréable comme jeu, ça va s'en venir. Ça revient en la version Kickstarter, c'est juste en anglais malheureusement. Pour l'instant, il n'y a pas de texte, sauf il y en a en landau des cartes de destination, mais c'est juste pour c'est du flavor text. Donc c'est du texte contextuel qui nous explique le lieu. Donc ça ne change rien au jeu en soi,
Donc, j'ai bien hâte d'avoir ça en version plateau. Très cool, le Trekking de World. En terminant, j'ai également joué un jeu que j'avais jamais joué sur Board Game Arena, mais je n'avais jamais joué en vrai aussi, qui est Crusader de Will Be Done, qui était un jeu édité par la défunte TMG, donc Test Mystery Games, mais qui revient sous un autre éditeur, là, je ne me souviens plus lequel. Je devrais recevoir ça très bientôt à la boutique avec l'extension en plus. Et j'ai joué avec Professeur Board Game et Samuel de Board Game Duel, le podcast. Et donc, très cool comme jeu dans lequel on va avoir une mécanique de Mancala pour les actions. Donc, on a une roulette d'actions. On va décider quelle action on fait et les cubes qui sont dessus vont dire la force de notre action. Et une fois qu'on a terminé l'action, les cubes vont se répartir un à un dans les prochaines sections. Donc, technique Mancala, mécanique Mancala. Et on essaie comme ça d'optimiser nos actions. Principalement, on va aller sur un plateau de jeu. On va se déplacer avec nos chevaliers. On va aller attaquer il y a 3 factions à attaquer. Il y en a 2 que plus on les attaque, plus sont fortes à attaquer. Et on va aussi construire des bâtiments. Donc, bâtiments que quand on enlève de notre plateau de jeu, ça nous donne des bonus, des icônes aussi pour avoir des actions plus fortes. On va également aussi, je pense que c'est Mortar, je ne me souviens plus c'est quoi, Mustard. En fait, ça permet d'avoir plus de force d'attaque. Tout simplement en jeu, comme action construire. Il y a action aussi de l'influence qui nous donne. En fait, c'est ce qu'on essaie d'accumuler, c'est des points. Et comment ça se termine le jeu, c'est lorsque la réserve d'influence est vide, ça termine la partie. Donc, on cumule ça comme ça. Puis, il y a un petit peu de. Lui qui a plus de chacune des factions éliminées va avoir un petit bonus de récompense à la fin de la partie. Très cool, puis on peut vraiment aller jouer dans les plates-bandes des autres joueurs sur qu'est-ce qu'ils s'en vont chercher pour un peu contrecarrer leur plan. On va aussi améliorer nos actions. Donc, chaque roulette d'action, chaque section d'action va avoir une action au départ, mais quand on l'améliore, on a 2 actions qu'on peut faire, donc toujours dans un certain ordre, et on peut dépenser les jetons qu'on a dans cette coupole-là en fonction on peut faire un cube sur la première action puis 3 sur l'autre, etc. Donc, on essaie de repartager. Ça va permettre d'optimiser nos différentes actions. Vraiment très cool. Puis, il fonctionne bien sur Board Game Arena qui est en version bêta pour l'instant. Donc, c'était Crusader de Thy Will Be Done. Alors, ça conclut les expériences de jeu pour cet épisode-ci. J'en avais quand même pas mal à jaser. Donc, pour conclure l'épisode, comme à l'habitude, on va aller voir rapidement qu'est-ce qui est sorti dans les dernières semaines. C'est le mois de juillet. Il n'y a pas énormément de jeux qui sont sortis, de nouveautés que tout le monde attendait. Il y en a un petit peu, mais ça a été quand même assez tranquille malgré tout dans ces nouveautés-là. Donc, on va aller voir ça rapidement et je vous reviens après. Regardons maintenant les nouveautés qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Tranquillité, un petit jeu qui peut faire penser à The Game, dans lequel il faut placer des cartes sur une grille de 6 par 6, des cartes en ordre croissant, et il faut essayer de placer les cartes avant de passer au travers de notre paquet, sinon on perd la partie. Donc, il faut remplir la grille de 6 par 6, donc petit jeu en français. Get on Board London et New York, qui est en anglais, la version en anglais, qui est arrivée. La version française était arrivée avant celle-là. Et c'est un petit jeu de flip in right. En plus, on place sur le plateau de jeu des petites languettes de bois pour faire notre trajet d'autobus. On embarque des passagers, on les débarque à leur destination pour faire des points de victoire. Très sympathique comme petit jeu. Dans la semaine 2, on avait Messina 1347, malheureusement déjà en rupture de stock, qui est un jeu dans l'univers de la peste noire. Donc, on doit sauver des citoyens de Messina, les traiter contre la peste, en fait, les garder en quarantaine pour éviter qu'ils contaminent les autres. On va brûler des bâtiments pour reconstruire la ville, pour éliminer la peste. Donc, un jeu stratégique.
Très intense, Eurogame, donc Messina 1347. Les deux Bullet aussi, Bullet Art, Bullet Star, également en rupture de stock. Très intriguant ces petits jeux-là de puzzle. Pas de puzzle, mais il faut faire des petits schémas sur nos plateaux personnels avec les balles qui arrivent. Et il faut éviter de recevoir des balles et de se faire perdre nos points de vie. On va envoyer des balles aux autres joueurs aussi pour leur enlever des points. Donc les deux, c'est des jeux rapides, 15 minutes. Donc Bullet Art, Bullet Stars. Également, qu'est-ce qui avait retenu mon attention également? Le petit Happy City. Happy City, un petit jeu très rapide. J'ai essayé sur BGA, très sympathique. Petit jeu qu'il faut faire la meilleure ville du bonheur. Donc, multiplier nos habitants avec nos pièces. Très sympathique comme petit jeu Happy City. Floriferous aussi, très intriguant. On est dans la gamme de Herbaceus, mêmes auteurs. Ici, il faut aller accumuler des cartes de plantes avec des petits insectes dessus. On va également aller chercher des cartes d'objectifs. C'est un principe qu'on va devoir aller chercher des cartes en fonction, un peu à la King Domino. Donc, lui qui prend la première carte en haut va jouer en premier le prochain round. Les cartes du bas, ce sont les cartes d'objectifs pour faire des points. Il y a des objectifs communs également. Donc, Floriferous, qui est en anglais seulement pour l'instant. On avait également, dans ce qui m'intriguait, le CDG Solo System, donc le Card Driven Game Solo System pour les jeux For People, Caesar, Command and Color, Ancient, Samurai. Il y avait aussi Illusion Glory, Path of Glory et un autre que j'oublie. Mais donc pour des jeux de GMT Games, un système solo pour des card-driven games, très intéressant. On avait également Créature Confort, celui-là j'avais eu la chance de l'essayer. David, de Professor Board Game, l'avait en sa possession quand il est venu jouer à la boutique il y a quelques mois et finalement ben, on ne l'avait pas joué, mais un petit buzz autour de ce jeu-là en ce moment. Malheureusement, en rupture de stock également. Donc, mes créatures confort, c'était la version française ici. Petit jeu de placement de dés, on va accomplir des commandes. Dans la troisième semaine, on avait Space Station Phoenix, qui est un jeu dans lequel on va détruire des parties de nos vaisseaux qu'on a accumulés pour construire notre station spatiale. On va aussi accumuler des aliens, des humains pour travailler dans notre station spatiale et faire des points de victoire. Donc, il y a toute une construction de la station spatiale à faire. On va aussi également avoir des objectifs, des petites particularités spéciales entre les joueurs. On peut aussi aller jouer sur les plateaux des autres joueurs, utiliser leur vaisseau, leur habilité de vaisseau. Donc, il y a de l'interaction entre les joueurs dans Space Station Phoenix. L'extension Viticulture World également qui a fait son apparition en anglais, qui amène ce mode coopératif-là, qui peut jouer jusqu'à 6 joueurs. On va parcourir le monde pour répondre à des objectifs. Les joueurs, il faut qu'ils atteignent un certain nombre de points individuellement pour réussir à accomplir les différents objectifs. Donc, on va devoir collaborer sur les actions qu'on veut prendre pour développer nos différents vignobles. Il y a aussi l'extension de Zombicide Washington DC, donc des nouveaux scénarios campagne dans la ville de Washington DC. On a également le Bubble Stories, qui est pour les plus jeunes. Ça, c'est très intriguant aussi. J'ai hâte que mon garçon soit un peu plus vieux d'ici quelques années pour pouvoir jouer à Bubble Stories, un petit jeu d'enquête pour les enfants où on explore les petites bulles pour répondre aux différentes enquêtes, les objets qu'on recherche. On a Next Station London également, qui est maintenant en rupture de stock, qui est un petit jeu où on va tracer des lignes de métro avec une certaine couleur de ligne et on passe le crayon des crayons de couleur à chaque joueur après chacune des manches. On essaie de faire les meilleurs réseaux possibles qui vont être le plus payants possible. On avait également Whistle Mountain en français, jeu que j'avais bien apprécié aussi, un peu spécial comme concept de jeu de dirigeable qu'on construit des échafaudages, des machines.
Tout ça est très, très spécial ensemble, mais le tout, ça semble bien, malgré tout, pour un style de jeu euro, des points qu'on accumule en fonction de où on se présente sur les différents échafaudages. Donc, Whistle Mountain. Museum Suspect aussi pour les plus jeunes, très intéressant. Petit jeu de déduction dans lequel on va tenter de trouver qui a fait le vol dans le musée. On va tenter de le retrouver. Ça se peut qu'il soit évadé, ça se peut qu'il y en ait plusieurs complices. Et il faut voter pour lequel on pense. C'est lui qui a le plus grand nombre de votes sur la personne qu'il pense va remporter. On va aller chercher des indices et on va pouvoir mettre des mises aussi sur les indices pour que les joueurs payent des plus gros coûts pour aller voir certains indices qu'on pense qui sont intéressants. Finalement, pour la semaine 4, on a Acropolis qui vient tout juste d'arriver, qui est très, très, très en vogue en Europe. Et là, je pense qu'il va être très apprécié ici aussi. Un jeu de placement de tuiles dans lequel on va faire des étages de différentes couleurs, couleurs de quartier. Chaque quartier a sa particularité, comment il va faire des points. Et chaque étage va donner des points supplémentaires aussi à la tuile. Donc, on essaie de construire en hauteur, mais aussi de s'étendre également. Donc, Acropolis. Également, Framework, un petit jeu dans lequel on va tenter de faire des patterns sur chacune des tuiles, des objectifs à accomplir. Et le but, c'est de se débarrasser de poser tous ces jetons. Donc, c'est une course pour être le plus rapide à se débarrasser de tous ces jetons dans Framework. Également, la série Oriflamme. Donc, Oriflamme, Alliance et l'autre qui est arrivé un petit peu plus tôt, Embrasement, jeu de cartes dans lequel on doit user de bluff, d'influence pour réussir à accumuler le plus de points de victoire possible. On va placer des cartes sur le jeu, mais les cartes qu'on met, on peut les activer, ne pas les activer, accumuler des points, des cartes qui vont détruire d'autres cartes. Donc, on a toute une série d'options, mais on va essayer de jouer dans la tête un peu des autres joueurs. Également, la fin des artichauts, un deck building à l'envers, dans lequel on a une main juste d'artichauts. Puis le but, c'est d'aller accumuler des cartes qui vont permettre d'éliminer les artichauts de notre main. Une fois qu'on a pigé 5 cartes dans notre main et que ce ne sont pas des artichauts, on gagne la partie. Donc, une petite course de deck building. Cyrano, un jeu dans lequel on fait des poèmes, mais vraiment des poèmes. On n'est pas dans l'abstrait, donc on va lancer des dés avec les rimes qui sortent. Et le thème, on va faire un petit poème. Les joueurs vont voter sur les poèmes qu'ils apprécient le plus. Et on va également devoir avoir des mots uniques qui vont également nous faire avancer sur notre autre piste. On avance nos 2 pistes de demi-cœur et dès qu'on a un cœur complet, c'est la fin de la partie. Lui qui a le plus de cœurs remporte. Finalement, on a à la croisée des chemins qui, lui, est une dystopie dans laquelle c'est un jeu plus social, dans lequel on va avoir un scénario et on va devoir répondre à des questions et les joueurs vont voter pour lui qui pense serait le meilleur leader dans cette situation-là. Et donc, c'est vraiment un jeu d'ambiance sociale à la croisée des chemins. Et finalement, on a Mascarade, la nouvelle édition, un autre jeu bluff dans lequel on va avoir un masque, mais on peut l'échanger avec d'autres joueurs, on n'est pas obligé de l'échanger. On va devoir activer quelque chose à notre tour qui peut nous permettre de gagner de l'argent. Le premier avec 13 pièces remporte la partie. Donc un petit jeu encore là d'influence, bluff et de promesses avec Mascarade. Donc ça complète les nouveautés qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Alors, c'est ce qui conclut cette actu ludique du 31 juillet 2022. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter encore une fois sur le contenu de l'épisode en général. C'est des choses, des jeux que j'ai parlé, qui vous intéressent. Vous voulez en savoir davantage. Vous voulez me donner des suggestions de jeux que peut-être à essayer, que vous avez vraiment apprécié puis que vous voyez que c'est un style que j'aimerais. N'hésitez pas, lâchez-vous lousse. Encore une fois, le Discord, vous pouvez venir vous abonner, suivre ça. En fait,
participer au Discord qui va vous permettre, c'est ça, de jaser avec tout le monde sur le Discord. On est rendu peut-être une quarantaine, donc un beau petit groupe qui se forme tranquillement mais sûrement. Et donc, sur ce, je vais arrêter de m'éterniser. Aussi, allez voir, bien sûr, boutiquelapioche.com pour faire vos achats de jeux. Si vous voulez aussi contribuer à la chaîne de façon monétaire, j'ai activé les Super Thanks, Super Chat aussi, Super Merci, je ne sais plus c'est quoi si je le mets en première. Je ne sais pas s'il va être en première celui-là. J'ai essayé la dernière fois puis j'ai complètement oublié d'aller voir quand c'était activé. Puis c'était le top 5, le dernier top 5 que j'ai fait. C'est en plein après-midi un dimanche, c'est pas vraiment l'idéal, pas très annoncé d'avance. Peut-être que ça va être ça aussi, je sais pas. À voir, donc peu importe si vous voulez contribuer de façon monétaire. C'est la façon de le faire ou avec la boutique, bien évidemment, en faisant vos achats à la boutique. Donc, sur ce, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode de l'Actu Ludique et d'autres épisodes, d'autres vidéos sur la chaîne dans les prochaines semaines. Merci encore. Bye bye.